D'accord. Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux. Donc je vais vous parler aujourd'hui d'automatisation de projets mobiles. Je me présente, je m'appelle Robin Otia, je travaille chez Big Boss Studio, je suis développeur iOS. Pour vous présenter un petit peu Big Boss Studio, donc on est un studio de production digitale qui a été créé en 2008. On travaille sur un ensemble de nouvelles technologies, on va faire des applications mobiles natives, on va faire également des web apps, on va travailler sur des sites web et des CRM. Et nos clients, ça varie beaucoup, ça peut aller de la petite start-up qui veut lancer son produit à la grosse multinationale qui veut lancer son application soit en interne, soit sur les stores. Aujourd'hui, on compte 27 collaborateurs sur Nice et Paris. On a 2 agences. Et au niveau des profils techniques, on est aujourd'hui 15 développeurs. Et au niveau de la répartition, on a 8 développeurs front, 4 back et 3 développeurs mobiles natifs. Donc je vais vous donner un petit peu de contexte. On travaille, donc, comme je vous ai dit, sur au niveau des projets sur iOS, donc avec du Swift et de l'Objective-C. Sur Android, avec du Kotlin et du Java. Et sur les projets web, on a migré sur React il y a à peu près 1 an et demi. Pour vous donner un peu de contexte, il y a 3 ans, quand je suis arrivé à l'agence, au niveau de la stack technique, il y avait une intégration continue qui avait été développée en interne par 2 développeurs. Donc c'était une solution faite maison en Ruby. Au niveau du déploiement continu, on utilisait les scripts, l'outil de ligne de commande d'Xcode pour iOS. Et on tournait sur 4 à 5 projets sur l'année avec 3 développeurs iOS à plein temps. Au niveau de l'automatisation, on arrivait donc à générer nos builds natives, à les uploader sur notre portail. En revanche, on n'avait pas d'exécution de tests unitaires avant chaque build. On avait une maintenance qui était extrêmement douloureuse parce que ça avait été développé par des développeurs en interne. La connaissance était assez centralisée. On estimait à une demi-journée à peu près pour soumettre une application. Donc c'est quand même assez important pour une société de monopoliser un développeur sur une demi-journée. Et comme ça a été développé et c'était dans un Mac mini à l'agence, donc on n'avait pas la possibilité d'y accéder en étant à l'extérieur de l'agence. Donc c'était assez compliqué. Il fallait maintenir la machine et aussi pour y accéder, c'était vraiment un accès physique. Entre-temps, il y a beaucoup de choses qui ont changé, à commencer par le marché. Il y a de plus en plus de demandes d'applications mobiles. Je pense que je ne vous apprends rien, tout ça s'est démocratisé et tout le monde en veut une. En parallèle, si on veut développer son produit sur iOS et Android, ça peut très vite devenir onéreux si on veut développer sur du natif. Et donc du coup, on peut ne pas répondre aux besoins de certaines structures comme des startups qui veulent lancer un produit et être présents sur les 2 plateformes. C'est bien pour nous, mais en tant que développeur, mais beaucoup moins en tant qu'entreprise qui veut recruter. Si on veut suivre le marché, c'est très difficile de recruter des développeurs mobiles parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et donc du coup, on s'est posé la question de savoir comment évoluer avec le marché. Et quand je vous remontre la répartition technique des développeurs, donc on a beaucoup de dev front et peu de dev mobile natifs. Ça passe aussi par l'évolution de la technologie, et notamment React Native, qui est sorti maintenant il y a peut-être 2 ans, si je ne m'abuse. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une solution qui a été développée par Facebook, qui permet grossièrement de développer avec un seul code base et de déployer sur différentes plateformes, sur iOS, dont iOS et Android. Cette solution nous convient aujourd'hui parce qu'on a des devs front qu'on est capable de placer sur des projets web
mais aussi sur des projets mobiles. Et c'est pour ça qu'on est parti là-dessus. Au niveau des solutions d'intégration continue et de déploiement continu, ça a beaucoup évolué aussi en l'espace de 3 ans. Et il y a des nouvelles solutions qui sont hébergées et puis vraiment orientées mobile, chose qui, il y a 3 ans, c'était assez compliqué de trouver. Et enfin, il y a eu l'émergence d'outils open source qui ont été adoptés par la communauté, et ça, on va y revenir un petit peu plus tard. Et donc du coup, par rapport à ce choix technologique, on s'est rendu compte qu'on avait des problématiques, et notamment de savoir si un développeur web était capable de faire le travail d'un développeur mobile en travaillant sur des projets React Native. Et on s'est très vite rendu compte qu'il y avait pas mal de différences, donc à commencer par le Gitflow. On s'est aperçu que au sein même de notre agence, on avait des Gitflows différents entre les typologies de projets. On avait des outils de développement et de déploiement différents. Un développeur mobile a tendance à être un petit peu plus formé sur les problèmes de performance, chose qu'un développeur web, c'est pas forcément sa priorité numéro 1. Et enfin, un développeur web qui arrive sur la plateforme mobile n'a pas forcément les problématiques, toute la complexité qu'il peut y avoir par les targets, les schemes, les build configurations, les provisioning profiles. On a vite fait d'avoir des interlocuteurs qui nous regardent avec des grands yeux quand on parle de ça à des devs web, parce que c'est complexe, même pour un développeur mobile qui va monter dessus. Alors pour quelqu'un qui vient d'un autre background, c'est long à intégrer. On avait d'autres problématiques qui étaient un peu plus techniques. On avait des temps de configuration de projet, que ce soit le projet Xcode ou la CI, très longs. On mettait à peu près 2 jours pour mettre un projet sur pattes. On avait des soumissions qui étaient longues et fastidieuses. Donc comme je vous ai dit, on comptait à peu près une demi-journée pour soumettre une application sur l'Apple Store par exemple. Et en plus de ça, on s'est sollicité un développeur natif pendant tout ce temps-là. Donc on ne pouvait pas demander à un développeur web de faire la soumission. Ça nécessitait des connaissances du natif. Et puis au niveau infrastructure, on n'était clairement pas prêt à accueillir ça parce que 2 jours pour chaque projet qui va rentrer sur un développeur natif, c'est beaucoup de temps et ça coûte très cher. Et comme je vous disais tout à l'heure, on avait un Mac mini, donc on avait notre CI faite maison qui était dessus, et en plus de ça, comme c'était une machine physique, c'était à nous de la maintenir, de faire les mises à jour, de mettre à jour les dépendances et ainsi de suite. Donc c'était très contraignant. Donc la question a été de savoir si notre CI était prêt pour ces différentes évolutions, et clairement la réponse a été que non. Du coup, on s'est posé et on a réfléchi un petit peu à des objectifs vers quoi on voulait tendre. Et le premier, ça a été trouver une solution d'intégration continue qui soit vraiment orientée mobile et hébergée pour ne plus avoir à maintenir une machine physique. La deuxième, ça a été de trouver un outil open source pour tout ce qui est déploiement continu. Et la troisième, c'était de réussir à uniformiser tous les projets Xcode. Au niveau des solutions, on est parti du coup sur... je vais vous parler là dans un premier temps de l'uniformisation des projets Xcode. On s'est rendu compte que dans 90% de nos projets, on avait toujours les mêmes problématiques. On allait avoir besoin de 2 targets, donc pour gérer le code signing, notre code signing au niveau de notre agence, une autre pour gérer le code signing des clients. On allait avoir besoin de 6 build configurations pour gérer nos environnements. Donc pour chaque environnement, on avait besoin en général d'un staging, d'un pré-prod et d'une prod. On allait avoir 2 build configurations, une pour le debug, une pour le release. Et on s'est rendu compte également qu'on avait besoin de 2 schemes, donc une pour chaque target, pour englober tout ce qui était script. On a vraiment essayé au sein d'un projet de garder tout ce qui était configuration du projet à l'intérieur. C'est-à-dire que ce ne soit pas un élément externe, que ce soit une CI ou un développeur, d'aller modifier les fichiers à la main en fonction des environnements. Et par exemple ici, donc là c'est une scheme donc, qui s'appelle BBS. On va avoir des pré-actions sur chaque build. Et donc le développeur va sélectionner son environnement.
Et automatiquement, lorsqu'il va builder son projet, on va aller modifier le fichier d'environnement dans le projet JS. Donc on a des scripts qui font ça, mais le développeur, c'est complètement transparent pour lui. Pour ceux qui ont déjà travaillé avec Firebase, on a le droit à un fichier de configuration qui s'appelle Google Service Info.plist, sauf qu'on a le droit à un seul fichier pour tous les environnements. Donc du coup, le remplacer, c'est pareil, c'est un script en fonction de l'environnement qu'on a sélectionné. L'idée, c'est vraiment d'englober toute cette configuration au sein même du projet pour simplifier aussi tout ce qui va venir par derrière, donc la configuration de la CI et ainsi de suite. On a également mis en place certains outils. Peut-être que vous connaissez Bundler. C'est un outil qui permet de versionner les dépendances Ruby que vous allez utiliser dans votre projet. Ça fonctionne un petit peu comme CocoaPod. CocoaPod, vous allez définir les pods que vous voulez utiliser et lui, il va les versionner. Il va avoir un fichier où vous déclarez vos dépendances et un autre qui est automatiquement généré, qui va lister les versions de chaque dépendance. Bundler permet de faire ça, mais avec par exemple une version de CocoaPod, une version de Fastlane, pour s'assurer que tous les développeurs qui vont travailler sur le projet aient exactement la même version sur leur machine. Et c'est pratique dans une équipe, au sein même des développeurs, mais c'est encore plus important pour une CI, pour s'assurer qu'elle va compiler avec exactement les mêmes dépendances et limiter les erreurs. Le deuxième point, ça a été de migrer donc, vers bitrise.io. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc un service d'intégration continue et de déploiement continu qui est hébergé dans le cloud et qui est strictement orienté mobile. Ils ont fait le choix de prioriser le mobile et à ma connaissance, ils ne font pas de web ou autre techno. D'ailleurs, il y a eu une présentation de Mathieu il y a quelques temps sur le Meetup. Je crois qu'elle est peut-être sur la chaîne YouTube d'ailleurs, du Meetup. Alors comment Bitrise fonctionne grossièrement, on peut définir des workflows et à l'intérieur de chaque workflow, on est capable de définir des steps. Une step va faire une chose très simple. Ça peut être activer une clé SSH, récupérer un projet Git, envoyer un message Slack. On a la possibilité de déclencher ces workflows à partir de triggers. Il y en a différents. Ça peut être un tag Git, ça peut être un push sur une branche, ça peut être une merge request, ça peut être une date qu'on va définir. Et Bitrise va monter une machine virtuelle à chaque fois qu'il va exécuter une build. À chaque fois qu'il va exécuter un workflow, il va monter une machine virtuelle. Il va faire le déroulement du workflow et à la fin, il va démonter la machine. Et toutes les données qui avaient été utilisées ne sont pas réutilisables par quelqu'un d'autre. Toute cette configuration, elle est stockée dans un fichier qui s'appelle bitrise.yml. Et je vais y revenir un petit peu par la suite. Les points forts qu'on a identifiés, c'est qu'on a la possibilité d'exécuter la même chose qui se passe sur le cloud, dans le cloud, on a la possibilité de l'exécuter en local, dans son terminal. Donc ça, c'était important pour nous, parce que si demain bitrise.io est down, et qu'on a besoin de faire des builds, on ne peut pas se permettre de dire à notre client, bah non, on n'est pas capable de vous livrer. Là, on a la possibilité d'exécuter exactement la même chose dans notre terminal. Le deuxième point, c'est le versionning. On a la possibilité de versionner une partie du fichier de configuration à l'intérieur de notre repo Git. Et ça, c'est très important et je vais vous le montrer par la suite après. Et enfin, c'est la modularité. On a la possibilité de définir un ensemble de steps, donc des blocs, et de les appeler entre eux. Donc ça permet de faire quelque chose de très modulaire et de très condensé au niveau des fichiers de configuration. Donc à l'agence, aujourd'hui, on a 5 workflows publics. On va en avoir un pour la release, donc c'est pour faire des builds en interne sur notre système de déploiement. On en a un deuxième qui est bêta, donc pour faire par exemple des builds sur TestFlight. On en a un troisième pour l'App Store. Je pense que c'est explicite, c'est pour faire de la publication sur les stores. On en a un autre pour les pull requests, donc il va aller exécuter les tests unitaires et envoyer un message Slack pour faire un statut des tests. Et enfin, on en a un dernier qui s'appelle Daily Build, qui nous permet de, automatiquement, tous les jours, à 6 h du matin, aller vérifier s'il y a des nouvelles modifications qui ont été apportées sur les branches de release, pour automatiquement générer une build
et versionner le changelog et tout ça. Il y en a un sixième que je ne vous ai pas parlé, ça c'est le run from repo. C'est un workflow générique qui permet tout simplement de récupérer, d'activer la clé SSH, de récupérer le projet Git, et ensuite on lui demande d'aller exécuter en fait dans le projet local le fichier bittrace.yml. Donc rapidement, ce que je vous disais tout à l'heure, on a la possibilité de définir des workflows génériques. Donc c'est des blocs d'étapes. Donc là par exemple la build, c'est quelque chose qu'on va appeler sur les trois workflows que je vous ai dit tout à l'heure, le release, le bêta et le App Store. Et ils vont tous faire la même chose, c'est envoyer un message sur Slack pour dire qu'une build a commencé, vérifier qu'on est sur une branche de release, on ne veut pas le faire, on veut pas déclencher une build n'importe où. Et enfin, on va générer les builds. Et ici, sur la droite, on a un workflow un peu plus lisible, donc c'est-à-dire, par exemple pour le workflow de release, on va avant tout générer les badges sur les icônes des apps. Ensuite, on va déclencher notre build. On va ensuite uploader avec Amazon S3 notre build sur notre serveur, ajouter un git tag et envoyer un message pour dire que la build est disponible. Pour vous donner quelques chiffres, donc comme je vous ai dit, on a 5 workflows publics. Au niveau de bittrace.io, par projet, on a 32 lignes de configuration et sur chaque projet, on a 100 lignes de configuration de la CI. Donc c'est relativement peu et ce qui est bien, c'est que c'est facilement maintenable et évolutif. Comment on va gérer nos environnements? On a à disposition un endpoint qui a été fait donc, par Bitrise, qui nous permet de déclencher une build en lui injectant des variables d'environnement, ce qui est extrêmement pratique pour nous, puisque du coup, on n'a pas besoin de faire un release staging, release pré-prod, release prod, et donc du coup, ça permet de factoriser énormément de choses. Donc la maintenance et l'évolution, comme je dis, est simplifiée. Et enfin, le troisième point, ça a été d'utiliser la force de Fastlane. Donc on cherchait un outil de déploiement continu et on l'a très vite trouvé. Pour ceux qui ne connaissent pas Fastlane, c'est une plateforme donc open source qui est vraiment destinée à simplifier le déploiement d'applications iOS mais aussi Android. De mémoire, ça a été racheté par Google et maintenant c'est maintenu par Google. Quand vous allez sur le site de Fastlane, vous allez très vite être convaincu. Donc il vous affiche un nombre d'heures économisées par Fastlane pour les développeurs. Donc c'est-à-dire que vous allez très rapidement et facilement automatiser des tâches et pendant que votre ordinateur ou votre CI va générer les tâches, vous pouvez aller vous prendre un café avec vos collègues et ça c'est bien. Comment on va l'utiliser à l'agence? Alors il y a plein de moyens de l'utiliser. Nous, aujourd'hui, on l'utilise pour générer nos builds. On l'utilise pour envoyer nos messages sur Slack, comme je vous ai dit. On s'en sert pour exécuter nos tests unitaires. On s'en sert pour uploader toutes nos builds sur les différents portails, que ce soit du Amazon S3, du TestFlight ou de l'App Store Connect. On s'en sert pour versionner et générer le changelog automatiquement. On s'en sert pour mettre des badges, donc la version et le numéro de build sur chaque icône de l'app, ce qui est très pratique pendant qu'on recette une application. Ce qu'on a identifié au niveau de Fastlane, c'est qu'on a la possibilité de le configurer avec des fichiers d'environnement. Donc nous, on en a 3 actuellement sur les projets, et ça, j'y vais y revenir un peu plus tard. On a la possibilité en fait de versionner son code, de le déporter complètement. Et ça, pour nous, c'est un gain de temps fou. Et je vais y revenir un petit peu plus tard. Et enfin, c'est un outil qui est open source et il y a une très forte communauté. Et si au sein même du core de Fastlane, il y a une fonctionnalité qui n'existe pas, il y a de fortes chances pour qu'elle ait été développée par quelqu'un d'autre sous forme de plugin. Et c'est très facile de les intégrer, c'est très facile d'en créer. Pour ce qui est des fichiers d'environnement, nous, on a identifié un besoin, c'est qu'on avait besoin d'en avoir 3. Un fichier global, donc .env.default, où on va lister nos différentes variables d'environnement. Un .env.bbs et .env.client, où on va avoir toutes nos spécificités. Sur le fichier global, on a 17 variables d'environnement. Sur le fichier spécifique, que ce soit BBS ou client, on en a 6. Et tout ça, c'est le nécessaire pour configurer notre CI et notre déploiement continu. Donc c'est relativement peu et c'est rapide de le mettre en place.
Je vous parlais tout à l'heure du versionning du Fastfile. Aujourd'hui, à l'agence, on est sur à peu près 6 à 7 projets en cours. Et si on doit impacter une modification sur la CI, si on doit passer sur 6 ou 7 projets, c'est très très long à mettre en place. Et grâce au versionning du Fastfile, on a la possibilité, donc avec la fameuse line import from Git, d'aller spécifier un repo Git, un pass vers un fichier. Et le répertoire, donc il y a un seul répertoire Git qui centralise toute la configuration des lanes, donc il y a un seul Fastfile, et tous les projets vont aller taper sur ce fichier-là. C'est extrêmement évolutif, puisque du coup, quand on fait une modification sur l'un, c'est impacté sur tous les autres projets. Et si on a un besoin très spécifique sur un projet, il y a la possibilité d'override les lanes, donc de les réécrire, et du coup, ce sera ces lanes-là qui seront exécutées au niveau local, au niveau du projet. Au niveau des plugins, il y a énormément de plugins disponibles, que ce soit pour Slack, que ce soit pour Amazon S3, ce genre de choses. L'intégration est très simple, ça se fait en une ligne de commande. Et la création d'un plugin est facilitée par Fastlane, puisque vous avez une ligne de commande et il va vous générer votre projet. C'est vraiment ouvert à tous. J'ai écrit un plugin, je suis loin d'être un expert en Ruby ou quoi que ce soit, mais ça a été très simplifié, et même jusqu'à la publication du plugin sur les gemmes. On s'en sert aussi de Fastlane pour faire un script. Donc là, ça a été plutôt orienté pour les développeurs React Native. Déclencher une build, ça peut très vite s'avérer compliqué. Et du coup, on a voulu créer un socle où les développeurs React Native allaient simplement rentrer une ligne de commande. Et derrière, on allait leur poser des questions. Du coup, on a 3 lanes qu'on peut lancer, donc Bitrise Release, Bitrise Beta et Bitrise App Store, qui reprennent exactement les workflows que je vous ai présentés précédemment. Et donc, on va poser des questions au développeur en lui disant « Ok, tu veux faire une build, mais tu veux la faire tu veux faire une build BBS, tu veux faire une build avec l'app du client. Dans quel environnement tu veux faire une build, quelle version tu veux faire, est-ce que tu veux juste incrémenter un numéro de build, est-ce que tu veux faire un patch, un minor, un major ?» Et à partir de ces réponses-là, on va automatiser donc, tout ce qui va être commit de bump. Donc on va générer la version du changelog, on va incrémenter le numéro de version, et voilà. Et à la fin, une fois qu'on a fait tout ça, si tout s'est bien passé, on fait un appel API vers Bitrise pour déclencher la build avec les données que le développeur a renseignées. Je vous ai fait une petite vidéo pour illustrer un petit peu tout ça. Donc le développeur va rentrer tout simplement la ligne de commande, donc bundle exec Fastlane Bitrise Release. Fastlane va automatiquement aller récupérer sur le Git le Fastfile associé. Et il va poser les questions au développeur en lui demandant « Ok, tu veux faire une build sur quel scheme, dans quel environnement, sur incrémenter le numéro de version de quelle manière ?» Et enfin, un petit récapitulatif si le développeur peut confirmer ou annuler sa build. Et automatiquement, la build part. Tous les checks sont faits et ça part automatiquement. Et on peut directement après accéder sur la build Bitrise sur Bitrise.io. On a identifié par rapport à tout ça un processus, parce que ça ne s'est pas fait en 2 jours. Ça fait 1 an que je travaille dessus et le processus, il se passe de la façon suivante, c'est que dans un premier temps, on s'est posé pour analyser le besoin. Dans un deuxième temps, on a implémenté la solution. Et ensuite, on a débugué la solution parce que ça ne fonctionne jamais du premier coup. Et le plus important, je pense que c'est le quatrième, c'est l'utiliser. Parce que tant qu'on ne l'utilise pas, on ne peut pas vraiment se rendre compte si ça répond à 80%, 90% des besoins. Et en fonction, si ça répond à 100% des besoins, très bien. Mais une fois qu'on a mis les pieds dedans, on a très vite envie de continuer à le faire évoluer et à d'automatiser de plus en plus de choses. Et si ça ne répond pas à la solution, dans ces cas-là, on va essayer d'ajuster et de remettre en question le système qui a été mis en place. On a identifié des bénéfices. Clairement, sur les 2 jours de configuration de projet, on est passé à 3 heures pour un nouveau projet. Donc c'est un vrai gain de temps. Au niveau de la charge de travail pour l'équipe mobile, c'est
extrêmement simple, puisqu'aujourd'hui, ils ont juste une ligne de commande à lancer, que ce soit un développeur mobile natif ou un développeur React Native. La build, elle part toute seule, il n'a pas besoin d'aller trifouiller dans le projet ou quoi que ce soit. Les développeurs sont beaucoup plus autonomes, ils n'ont plus besoin de venir me voir en me disant Robin, j'ai besoin d'une build en staging sur telle app ou quoi que ce soit. Et puis, le fait d'automatiser certains workflows, notamment celui par exemple de l'App Store, ça permet de réduire le stress et les erreurs. Parce que quand on arrive en fin de projet, il y a souvent des deadlines, il peut y avoir du stress, et c'est là où en général on va faire des erreurs qu'on ne ferait pas d'habitude. Et le fait d'automatiser les processus, une fois que c'est recetté, si on n'y retouche pas, ça fonctionnera toujours. Donc une fois qu'on a assimilé ça, il y a beaucoup moins de stress et d'erreurs du coup pendant les publications. Et puis le dernier point, c'est un peu plus pour moi. Le fait de ne pas se rendre indispensable, ça m'a permis d'être beaucoup moins dérangé. C'est-à-dire que en tant que développeur, ce que j'aime, c'est développer. Mais quand on vient me voir pour me solliciter pour configurer un projet, pour configurer une CI, pour venir faire des builds, c'est clairement pas ce qui m'intéresse au quotidien. Et donc du coup, c'est vraiment intéressant. Puis un dernier point, c'est que quand on part en vacances, on part un peu plus tranquille, sans être à côté de son téléphone. Comme je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui on est arrivé à un niveau où on est très satisfait de ce qu'on a, mais il y a plein de choses à faire encore. Notamment, on travaille sur Jira et aujourd'hui on voudrait pouvoir automatiquement bouger les tickets qui ont été traités, les taguer au moment de la build. Aujourd'hui, c'est au développeur de le faire. Si demain c'est la CI qui le fait, ça sera beaucoup plus rapide et il y aura moins d'oubli, je pense. Automatiser la création de projets Xcode, même si aujourd'hui on est sur des temps très courts, ça m'oblige malgré tout à travailler dessus. Ça oblige un développeur natif à travailler pendant 3 heures sur le projet, alors qu'il y a des outils comme Xcode-Gen, peut-être que vous connaissez, qui vous permettent avec un fichier, je crois que c'est du YAML, de définir des templates et d'automatiser la génération du projet, la création. Et enfin, ce serait d'automatiser la création de la CI et de la CD. Comme je vous ai dit, c'est 3 fichiers d'environnement. Et à partir de là, avec une vingtaine de variables d'environnement, et c'est tout, quoi. Donc, j'espère que ça viendra. Et une autre piste d'évolution que je n'ai pas mis, mais on est en train de réfléchir dessus, c'est de faire... Aujourd'hui, on a implémenté la solution sur iOS. Mais sur Android, on est encore avec des choses assez basiques. Et on souhaiterait tendre vers ce qu'on a mis en place sur iOS. Et je vais terminer sur une citation que j'aime beaucoup, qui est par Hfuro, donc un développeur iOS, qui expliquait qu'à chaque fois que vous allez automatiser une tâche, ça va simplifier la prochaine fois que vous allez en créer une autre. La prochaine fois que vous allez vouloir automatiser une tâche, ça sera beaucoup plus simple. Ça peut paraître des fois impressionnant ou compliqué, mais une fois que vous avez mis les pieds dedans, vous verrez que c'est simple. Je vous remercie. Si vous avez des questions. Pas de questions. Bon. Oui. Vous avez creusé quand même des solutions auto-hébergées pour justement la génération des builds, etc. Donc au lieu de Bitrise, passer sur une solution. Est-ce qu'il y a des solutions auto-hébergées que vous aviez ciblées, que vous avez laissé tomber, déciblées? Il y a des solutions qui sont, par exemple, Jenkins ou Travis, qui peuvent être... Alors, moi, personnellement, je n'ai pas forcément investigué là-dessus, mais je sais que c'est assez connu pour être des usines à gaz et assez complexe. Par exemple, Bitrise, sans être un développeur mobile ou même être un développeur, vous êtes capable de mettre en place des workflows avec différentes étapes. C'est très visuel. Vous avez la possibilité de faire des glisser-déposer. C'est très simplifié. Nous, ça nous a semblé être une évidence parce que c'est un produit qui est en permanente évolution. Ils sont très à l'écoute des développeurs et pour nous, ça nous a semblé être un bon match. Après, c'est notamment pour ça qu'on utilise Fastlane pour tout ce qui est message Slack et ainsi de suite, parce que si demain, on se rend compte que Bitrise, c'est bien, mais il y a quelque chose de mieux, on n'a pas envie d'être dépendant de Bitrise,
Et le fait d'avoir tout généré avec Fastlane, on pourra migrer très facilement d'une CI à une autre. Oui. C'est quoi votre retour d'expérience sur Fastlane de manière générale? De manière générale, c'est un outil qui est formidable parce que tout l'aspect un peu négatif, pour moi, je le vois vraiment comme la possibilité d'automatiser tout ce qu'on veut. C'est comme... C'est compliqué à expliquer, mais aujourd'hui, il y a une telle communauté autour de Fastlane qu'on est en mesure de trouver les outils qu'on a besoin sans même avoir à les développer. Et que ce soit pour générer vos certificats, les renouveler automatiquement, compiler vos builds, envoyer des messages sur Slack, enfin tout ce qui est proche du natif, des projets mobiles en tout cas, est géré par Fastlane. Si demain Fastlane est abandonné et qu'il n'y a plus ça, je pense que je change de métier. C'est surtout que sur iOS, c'est un peu une usine à gaz de générer une application à la main. C'est pour ça que Fastlane a été créé, parce que en faire en ligne de commande et générer une application iOS, il faut le vouloir. C'est ça. Sur Android, je veux pas troller, mais c'est quand même plus simple. mais c'est essentiellement pour ça que ça a été créé Fastlane. Et merci Fastlane pour ça. Et puis c'est quand même porteur d'avenir, parce que c'est assez jeune, je crois que ça a 2 ou 3 ans, ça a été développé par un petit jeune qui sortait d'études. Et en l'espace, je crois, d'une semaine, il avait plus de 1000 stars sur GitHub. Donc il s'est dit qu'il avait trouvé le bon filon et que c'était une piste qui méritait d'être creusée. Il a été racheté par Twitter, je crois, 1 an et demi ou 2 ans après. Et il a été racheté par Google 6 ou 8 mois après. Il vient de sortir du projet. Et je crois qu'il avait annoncé qu'il allait faire autre chose. Mais ça a été racheté par Google et ça va être maintenu par Google. Et étant donné la communauté qu'il y a derrière, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire. C'est un bon pari sur l'avenir. En termes de configuration CI pour React Native, du coup, comment ça se passe? Alors, c'est exactement les mêmes workflows. Il y a une step en plus qui est destinée à l'installation des dépendances de React Native, qui est fait en amont des builds. Mais sinon, c'est juste une step supplémentaire au niveau du bitrace.yml. En fait, vu qu'on a tout déporté, la configuration dans le projet, c'est transparent. Que ce soit un développeur qui va runner dans Xcode ou que ce soit la CI qui va le faire, c'est exactement les mêmes étapes. Ça passe par des pré-builds, des pré-actions au niveau de la build ou dans les build phases. Il y a des petites différenciations. De mémoire, dans les pré-actions des builds, c'est du traitement asynchrone, alors que dans les build phases, c'est du synchrone. Donc, quand vous vous générez les assets de React Native, ça se fait pas en une demi-seconde, donc il vaut mieux le faire de manière synchrone pour être sûr que vous les aurez quand vous allez générer votre build. Mais voilà, on a essayé d'englober toute cette partie configuration dans le projet pour ne pas avoir des étapes supplémentaires en amont au niveau de la CI. Oui. Alors nous on est passé sur, il y a 6 mois, on est passé sur le mode entreprise plus. Alors je sais, tout simplement parce qu'on avait beaucoup de projets en simultané et donc on était sur un mode payant mais d'entrée de gamme on va dire. Et je crois qu'on avait le droit à 2 builds concurrentes et 60 minutes de build maximum. On les a jamais atteints. Mais le problème c'est que comme là à l'agence on tourne sur 4 projets ou 5 projets mobiles en simultané et que à chaque fois qu'on va ouvrir une merge request, il y a une CI qui part, on s'est très vite retrouvé bloqué à avoir des stacks et ça perd un petit peu de l'utilité de l'intégration continue. Je crois qu'on est sur $300 par mois, donc c'est un coût, mais en tout cas nous, le retour sur investissement il est présent, quoi. Je crois à $40 par mois, $300 à l'année, quelque chose comme ça. Très honnêtement, pour le temps que ça économise. En mode pro, en mode normal, moi j'arrive à builder correctement sur la CI en mode perso, en référant des amis.
En ouais. mode gratuit. voilà, en mode Je crois que leurs gratuit, bits sont limités ça- à 10 minutes, quelque chose comme ça. Ouais, ça se gère encore. Après, ça peut s'exécuter en local aussi. C'est Ouais. la solution Oui, de qui marche faire bien. monter Mais un API. c'est les projets React Native, ils rentrent pas dans la build de Ah. 10 minutes. D'accord. Malheureusement. Parce que Est-ce que faut télécharger pour vos projets web, vous utilisez Bitrise ou pas du tout, du coup? Non, pour les projets web, on passe pas par Bitrise. Parce qu'après, Bitrise, au final, c'est vraiment un focus mobile, mais ça permet de faire autre chose aussi des projets web, C'est ça. d'automatiser ce que vous voulez. On pourrait effectivement automatiser certaines tâches sur de toute typologie de projet. Actuellement, en tout cas, pour ma part, je m'occupe juste des projets mobiles. Et du coup, c'est pas vraiment de mon ressort, mais oui, on pourrait très bien s'en servir pour autre chose, effectivement. Une dernière question. Oui. C'est Bitrise qui gère la distribution des builds, donc le portail où les clients pourraient télécharger les builds, les notifications de mise à jour auprès des clients, etc. C'est Bitrise qui fait ça? Ils ont une solution, Ouais. on l'a jamais utilisée. Nous, on a une plateforme où on dépose nos builds et on demande à nos clients de venir la récupérer à tel endroit, où on passe par du test flight pour directement, en phase de recette, envoyer la build au client. Mais je sais qu'ils ont une solution, on l'a jamais utilisée. Donc je pourrais pas vous faire un retour d'expérience là-dessus. Merci encore. Merci à vous.